Ducrot, Daniel Riolo, les drôles de dames, avec ce soir Fred Hermel, Philippe Auclair, Simone Rovera, David Lorto. Avant l'avis tranché de Fred sur l'Espagne, allons-y sur les tweets quand même de Jean-Michel Aulas, Daniel. Donc, on vous a mis en vidéo l'avis tranché de Daniel, comme on fait d'habitude. Allez suivre d'ailleurs le compte After RMC sur Twitter. Donc, on a mis l'avis tranché de Daniel. Réponse de Jean-Michel Aulas. Mais enfin, monsieur Riolo, vous êtes amnésique, / de mauvaise foi, ça veut dire peut-être les deux. Vous n'arrêtez pas de critiquer l'OL. Bruno, moi, et ce soir vous expliquez le contraire. Émoticône rire, émoticône pouce vers le bas. Ce à quoi j'ai évidemment répondu. Émoticône cœur avec les doigts. Répondu. Mais en fait, je te laisse lire ta réponse peut-être. Non, mais la meilleure réponse est venue d'un autre tweetos qui a répondu à Aulas en lui disant: il critique l'OL justement parce qu'il est persuadé que votre club doit jouer les premiers rôles et non les petits bras. Eh oui. C'était mon avis du soir. Exactement. Voilà. Et puis alors, il a moi je lui ai répondu: le problème c'est que ce soit moi qui parle plus de vous, de l'exigence du club. Et je le fais pour le PSG, pour l'OM de la même façon. L'exigence des clubs, c'est ce dont je parle le plus dans l'after depuis 10 ans. Et notamment quand je parle de l'OL. Deuxième réponse de Jean-Michel Aulas. Et après Fred, on arrive. Enfin, Riolo se réveille après 2 ans de léthargie et de sommeil. Ou alors il a eu une révélation. On va finir par l'apprécier avec 5 émoticônes qui rigolent. Il va finir conseiller du président dans 2 ans. Lui, non, alors, le truc, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais lui répondre, mais je vais le faire oralement plutôt que par Twitter. C'est-à-dire que si justement depuis 2 ans il m'avait écouté, son club serait bien plus haut, et c'est pas qu'il m'adorerait, c'est qu'il m'aurait fait une statue à côté du lion devant l'entrée du stade. Ceci dit, en toute modestie, bien entendu. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Allez, on y va. L'Espagne, la vie tranchée de Fred. Fred Hermel, demandez-lui la simulation, ça l'a pas toujours gêné. Ce que j'ai répondu, bien entendu, c'est très utile. Et là, le coup de cœur du moment de Fred. C'est pas une simulation. Ce n'est pas Benzema. Ce n'est pas Zidane. C'est possible. Ce n'est pas le Real. Mais non. Ah non. Quoi? Ce n'est pas Valence. Plus rien. Évidemment. Il y a plus rien. Mais non. C'est Valence. C'est Valence, oui. Ah oui, il faut regarder les matchs, les amis. Moi, simplement, je voulais déjà faire cet avis la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup d'actualités européennes. Et ça aurait été con, par exemple, qu'ils fassent un mauvais nul ce week-end et qu'on puisse pas faire l'avis tranché. Non, ils ont mis une branlée à Séville. 4-0. Cette équipe de Valence, c'est du sérieux. C'est un grand d'Europe qui est en train de redevenir un grand d'Espagne, en train de rejouer les premiers rôles. Deuxième. Au bout de 9 journées... Je ne rêve pas, je laisse filer. Hein. Oui, grand club d'Europe, il aime bien ça. Oui, non, mais là, quand au bout de 9 journées, on peut commencer... Au bout de 9 journées, quand tu as déjà joué contre le Real, que tu as joué contre l'Atlético, que tu as joué à Saint-Sébastien contre la Real, au moment où elle était en pleine bourre, que tu as joué le derby contre Levante et que tu es deuxième, tu n'as pas encore perdu et tu es deuxième de la Liga et que tu mets des branlées à des équipes qui jouent avec des champions comme Séville, bah, tu te dis, bah ouais, peut-être que c'est du sérieux. Et puis il faut chercher les raisons de tout ça. Bah, déjà, tu as le propriétaire de Singapour, monsieur Peter Lim, qui a enfin fait confiance à des gens sérieux, à commencer par Matteo Alemany, l'ancien président de Majorque, qui est devenu directeur général. Et Mendes, il est toujours aussi présent? Un peu moins quand même. Par le biais de Lim? Ouais, un petit peu. Il est toujours un peu là, mais toujours un petit peu moins quand même. Un peu moins. Et puis surtout, tu as un entraîneur qui a le vrai pouvoir. Le Marcelo Garcia Toral, l'ancien entraîneur de Villarreal. C'est lui le patron. Il n'y a rien à dire. Il a viré les fortes têtes du vestiaire. C'est-à-dire, vous savez, il y a toujours des mecs qui sont contents de faire la loi, même quand le club marche pas. Et qui aiment bien qui aiment bien être dans la fange. Voilà. C'était Diego Alves, le gardien. C'était Enzo Pérez, le milieu de terrain défensif argentin. Et ben, la première décision de Marcelo, c'était bon, je viens, mais on vire ces mecs-là. Allez, hop, viré. Et puis il a construit une équipe très bien. Ils ont fait venir des joueurs intéressants. Kondogbia, on en a déjà parlé, c'est comme s'il n'avait pas quitté l'Espagne. Il est rayonnant au milieu de terrain. Tu as des gars de la maison, comme Gaïa. J'y arrive, comme Gaïa par exemple, comme le jeune Carlos Soler. C'est un club qui a toujours une bonne formation, donc c'est important d'avoir des joueurs issus de son formation qui sont là. Tu peux me rappeler le poste de Gaïa là? Gaïa, c'est un latéral gauche, ouais. Non, mais c'est c'est juste comme ça parce que comme c'est un arrière gauche, effectivement, j'en avais entendu parler dans les idées l'été dernier. Mais ce qui est bien, c'est que t'es pas obsédé par une idée, par un poste, par un joueur précis. Non, chacun ses obsessions, tu sais. Donc et puis Gonzalo Guedes, match fabuleux. En revanche, ça c'est la très bonne idée du PSG de l'avoir prêté là-bas pour qu'il devienne. Oui, alors là, mais je vous interromps les gars, parce que excuse-moi Fred, mais Guedes, on est tous d'accord, ce mec-là, c'est un super talent. C'est pour ça que le PSG... L'été dernier, quand le PSG l'a signé à 30, la plupart des gens ici ont parlé de la grosse banane. Hein. Bon, alors écoute, il se gourait parce que c'est un super joueur. La question que je me pose et que je te pose, Fred, également, que je vous pose à tous, c'est que
Guedes, s'il revient en fin de prêt au PSG, il va être bloqué. Il va pas jouer. On n'en est pas là, c'est pas sûr en plus. Il peut passer 3 ans à Valence, hein, c'est pas gênant. Et tu penses 3 ans en prêt ou 2 ans non, parce que Valence, moi comme je le sens et c'est mon pari, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Et donc le PSG, ça serait très intéressant que son joueur continue à progresser en jouant notamment la Ligue des Champions et de le reprendre un peu plus tard. Donc pour continuer mon propos, Guedes était extraordinaire. Il est heureux, il est à l'aise. On sent, il a la confiance absolue du coach et puis envie de montrer des choses, donc il se lâche. C'est le typique joueur, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, le typique joueur qui tente des trucs parce qu'il a peur de rien. C'est un gamin, il a 20 ans, mais il a peur de rien, et donc il tente des trucs de folie et ça marche. Les buts qu'il met ce week-end sont magnifiques. Mais c'est ça, il est en pleine réussite en ce moment. Même au Benfica où il était aussi en confiance et où il tentait énormément, il marquait pas autant de buts. Hein. Il finissait les saisons à 3-4 buts. Là, il est en pleine confiance. Qui tourne aussi. C'est-à-dire qu'il vient dans le Valence il y a un an, ça marche peut-être pas comme ça. Sauf que là, il tombe dans un écrin qui est favorable. Et donc cette équipe de Valence, elle est bien gérée. Et puis surtout, j'insiste beaucoup là-dessus. On a déjà évoqué ça avec Chelsea et Philippe l'année dernière. Le fait de ne jouer qu'un match par semaine, mais ça change tout. Ils jouent même pas la Ligue Europa, Valence. Ce qui veut dire, prenons l'exemple d'il y a une semaine, Zaza. Se blesse lors de la dernière minute de cette victoire fabuleuse de 6-3 là, au Betis Séville. Zaza, s'il avait dû jouer l'Europe, il aurait peut-être forcé un peu pour jouer l'Europe ce mardi ou ce mercredi ou ce jeudi. Et puis hier, samedi, il aurait peut-être pas pu jouer. Sauf que là, il avait un bobo, il a eu une semaine pour se refaire son bobo, pour se guérir. Et il est en pleine bourre et il a encore marqué. Donc voilà. Il est au top, Zaza aussi, Simonet. On parle beaucoup de lui pour les barrages de l'Italie comme option. On sait jamais d'ici qu'il y a une séance de péno. On peut aller au péno et on sait qu'avec lui, c'est sûr qu'il ne va pas tirer. Non, mais la chose intéressante, au-delà des Zaza, tu as 5 joueurs qui sont des anciens de Serie A dans cette équipe, donc 3 anciens de l'Inter et qui n'ont pas marqué. Vraiment, ça ne marchait pas l'Inter pour eux. Montoya, Murillo, plus ou moins. Kondogbia a été plutôt. A eu beaucoup de difficultés. Je ne veux pas dire en catastrophe, mais il a eu beaucoup de difficultés. T'as Neto qui était la doublure de Buffon à la Juve. Attends, mais Neto, là, il est super bon. Hein, c'est un gardien brésilien peu connu. Neto était extraordinaire à la Fiorentina, était considéré un des meilleurs gardiens de Serie A. Après, il a fait ses paris d'aller à la Juve, dire j'attends de devenir les numéro 1. On lui avait assuré qu'il pouvait devenir numéro 1. Par contre, Buffon a toujours retardé un peu sa retraite. Donc, à un certain moment, il s'est dit je vais jouer, je vais partir. Et c'est un bon pari pour lui parce que quand même, il va jouer. Après, cette saison, c'est la dernière de Buffon. Donc, on ne sait jamais si à partir de la saison prochaine, il aurait pu être numéro 1 à la Juve. Mais Neto, c'était à la Fiorentina un super gardien. Mais tu sais, Valence, justement, qui est un club où on s'attendait à ce qu'il y ait un déluge d'argent, et ils ont un peu fait n'importe quoi à un moment, mais là, ils se sont fait prêter des joueurs à moindre frais, et ça se passe bien. Après, on se dit, Zaza, il est pas accompagné par n'importe qui, il est quand même accompagné par un type qui s'appelle Rodrigo Moreno, qui était quand même titulaire avec la sélection espagnole l'autre jour. Donc on n'est quand même pas, je veux dire, cette équipe, elle a tout pour tenir la route et pour être candidat au titre, et en tout cas, vraiment être en Ligue des Champions la saison prochaine, ça le sent bien, quoi. Je pense qu'ils vont prendre la place qu'occupait Séville jusqu'ici. Le petit bémol sur les prêts qui fonctionne très très bien quand on a un certain nombre, c'est que les prêts après ils sont plus là. Donc il faut recommencer les mêmes opérations ou alors les remplacer et c'est pas toujours facile. Il y a combien de prêts? Montoya, il est un prêt c'est quand même des joueurs essentiels, quoi. Et Zaza a été payé à la fin de la saison, si je ne me trompe pas, il avait un clause. Une option d'achat. Après un non, mais Zaza, il est parti à Valence maintenant. Hein. Oui, il a acheté à la fin de la saison dernière. Puisqu'on était sur les stades, là, ils en sont où de leur stade Valence? Ça revient, ils y repensent. C'est-à-dire qu'ils vont relancer la construction. Non, la construction ne s'est jamais arrêtée parce que il y a, vous savez, l'Espagne. Elle s'est jamais arrêtée, mais elle est bloquée depuis des années. Donc en fait, il y a 2 ouvriers qui sont là toute la journée à rien faire, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle abandon de travaux, et après la justice peut intervenir. Donc là, c'est des travaux qui durent ad vitam aeternam, qui durent très très longtemps. À 2, c'est long. C'est long. Un stade de 80 000. Ouais, mais c'est uniquement pour montrer qu'il y a encore une activité dans le stade, ce qui permet, qui empêche la justice en fait de déclarer. La faïence des shots est finie, à ce qui paraît. Ça y est. Mais là, a priori, comme il y a cette ambiance en disant oh là là, si on joue la Ligue des Champions, peut-être que Valence va retrouver un vrai statut en Espagne et en Europe, et que là, ça pourrait être relancé. Mais j'aime bien leur stade actuel, moi, Valence aussi.
Ouais, mais c'est un stade extraordinaire. D'ailleurs, ça a été pendant de nombreuses années le siège de la sélection espagnole. Les grands matchs, la sélection espagnole, elle joue à Mestalla. Les finales de Coupe du Roi, ça se joue à Mestalla. Après, il est assez vétuste quand même. Il est vieillissant, mais la tribune, le dénivelé de la tribune, voilà, c'est extraordinaire. Et puis t'as le bar de Manolo Del Bombo, là, le supporter de la sélection espagnole, juste en face. Je le connais pas celui-là. Ah si, Manolo est très connu. Ah non, je connais Manolo, mais je savais pas qu'il y avait un bar en face du stade de Valence. Juste en face. D'accord. Faut y aller avec Fred, sinon tu rentres pas, il y a trop de monde. Moi je paye pas là-bas, donc j'ai une question pour Fred. L'aventure, mais chez Manolo Del Bombo, j'ai table ouverte. Vas-y Simone. Fred, est-ce qu'en Espagne on parle aussi au-delà des Zaza de sa copine? Parce que tu sais, en Italie, c'est une fashion blogger hyper connue. On parle énormément de lui. Elle est la meilleure pote de la femme de Morata. Donc, il y a vraiment une histoire entre copines et elle. C'est vraiment une mannequin qui fait la une souvent de toute la presse sportive quand il y a les pages, vous savez, les femmes des joueurs, etc. Donc, je voulais savoir si elle était devenue très connue, même en Espagne, Chiara Biasi. Non, elle n'est pas encore très connue. Elle a été connue au moment après son tweet suite à l'erreur sur le penalty en disant vous savez tous, mon mari On te rappelle, Simone, que c'est en Italie qu'ils mettent les femmes dans des cages pendant les shows de football. C'est pas en Espagne. Non, c'était les shows télé. Là, c'était pas des football, ces shows. Bon, on en reste là, sur le football espagnol, grâce à Fred. Ouais, en sachant qu'on a vécu. Ah oui, une petite histoire simplement. Vas-y. Michel, on sait, il a qu'un point au bout de 9 journées, il est dernier avec Malaga. Et en fait, il y a une télé espagnole qui a surpris des images. Vous savez qu'il y a une grosse campagne en Espagne en disant voilà, on lutte beaucoup contre les insultes, contre le racisme, etc. C'est l'ami Tebas qui est souvent décrié, mais il fait de très très belles choses en Espagne, quoi. Et donc le public. Alors vous vous souvenez de Michel qui avait touché les coucougnettes de Valderrama. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Voilà. Et donc depuis, il y a beaucoup d'insultes homophobes sur Michel, etc. Et là, pendant le match Barça-Malaga, il y a eu une partie du public, pas la plus intelligente bien entendu, qui a dit Malicon, qui veut dire PD, voilà, enfin. Là, et Michel s'est dirigé vers le 4e arbitre en disant et t'entends les insultes homophobes, pourquoi t'arrêtes pas le match là? Parce que la Liga demande à ce qu'on arrête les matchs quand il y a des insultes homophobes, racistes, xénophobes, etc. Et donc cette histoire n'était pas sortie, mais c'est comme on le sait, beaucoup de caméras qui vont vers des caméras un peu discrètes et indiscrètes dans les stades qui ont révélé ça, quoi. Donc c'est la petite anecdote. Au moins en Espagne on parle de ce genre de choses parce que en Italie de retour. On a ce week-end mais en même temps dans un club horrible avec des supporters d'une bêtise absolue et sans nom. Maillot bleu et blanc, c'est ça? Là on continue tranquillement, je sais même pas si ça a fait beaucoup de vagues en Italie parce que j'ai pas bien suivi l'affaire. Mais voilà, on a vu des figurines de Dan Frank avec maillot de la Roma. C'est sorti aujourd'hui. De la Lazio ont toujours été d'une débilité sans nom, mais en fait à chaque fois ils repoussent les limites. Je me demande s'ils peuvent être encore plus cons, mais ils le sont. Il n'y a pas de sanction contre ça parce que je peux te dire que le virage était fermé. Si, il y a des sanctions. Le stade il est toujours à moitié vide. Et donc ils l'ont mis dans l'autre virage. Donc ils sont allés dans les virages sud, celui de la Roma. Ils ferment les virages, les mecs vont dans les autres. La Lazio quand ça joue, il y a personne au stade. C'est quasiment vide. 17 000 spectateurs. Allez, on en reste là sur l'Espagne. Fred, pour supporter la Lazio, il faut être à moitié teubé de toute façon. T'as parlé de Javier Tebas, il sera l'invité de Team Dugat demain. Donc vous avez un traducteur, j'espère, parce que c'est quelque chose. Un traducteur, oui. Ah bon, oui. Bon, je parle un peu espagnol aussi. Quand tu as l'émission, tu lui glisseras un porquet Tebas ou pas? Allez, non. Mais fais-le quoi. Mais non, c'est un truc de gros lourdeau ça. Attends, t'es malade, tout le monde doit lui dire tout le temps. Il va pas comprendre ta blague en fait. Parce que Porque Tebas, c'est vraiment la chanson espagnole en France. En Espagne, c'est une chanson espagnole parmi d'autres. Tu veux dire Javier Porque? Non, ça passera pas. Oui, mais ça veut dire quelque chose, Porque Tebas. Écoute, on s'appelle demain et tu vois, il risque de te surprendre, Tebas. Il a beaucoup de défauts, il a une grande bouche, etc. Mais il a fait beaucoup de bien au foot espagnol, en nettoyant les finances du foot espagnol. Et si aujourd'hui on a une Liga hyper compétitive et on voit par exemple tout est resserré, il y a plein de clubs, tout le monde se tient là. C'est grâce à lui. C'est en grande partie grâce à lui parce qu'il a suivi le. C'est grâce à lui. On en parlera demain. À 20%, à 60% pour Florentino Pérez et le reste pour Zidane. Et Benzema. Ah, pardon, merde. Je vais même vous dire. Et il faut que le vrai responsable de ça, un petit pourcent pour Fred Hermel. Le vrai responsable de ça, il s'appelle Fernando Puig de la Beacasa. Il vit aujourd'hui à Paris. C'est le conseiller d'éducation de l'ambassade d'Espagne à Paris. Et il a été pendant de nombreuses années. Et c'est lui qui a monté la DNCG espagnole. Et pendant
Fernando, si tu nous écoutes, je t'embrasse. On en parlera demain avec Javier Tebas, donc le patron de la Ligue, invité de Team du Gars. On a que du bon monde qui nous écoute. Vous savez que Manuel Valls c'est un grand fan de l'after. Il faut qu'il vienne à lundi. Ça, on fera le drôle de dame avec lui et tout. D'assemblée, tout alors ça. sache qu'on a voulu inviter et que... C'est pas possible. T'as dit non. Non, un homme de gauche dans l'after, c'est mort. Ah non, cette gauche-là, Ah oui, c'est le valide. Oui. Non, mais on peut pas inviter de politique dans une émission comme ça, il paraît. Même hors période d'élection. Écoute, je sais pas, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est dommage parce que genre ça aurait été plutôt pas mal. Et Emmanuel Valls, avec qui j'ai pris un café il y a 10 jours, disait je vais vous écouter la bande, la bande nous appelle. Daniel, par contre, ça gêne pas quand on parle à des footballeurs ou des propriétaires qui, eux, sont également impliqués dans la politique et soutiennent des politiciens. Ça marche pas des deux côtés. C'est Philippe, si c'était moi qui faisais les règles. Bon, d'accord. Hein la radio reste pas longtemps. Le monde, tu sais. On se touche au chômage. Non, Fred, tu sais très bien que je milite pour un despotisme éclairé. Oui, je sais. Très bien. Avec moi à la tête, évidemment, du régime. Dans un oui, on a bien compris. Les avis tranchés de David Lorto et de Simone Rovera. À tout de suite dans l'after jusqu'à minuit.